Dans cette vidéo, je vais partager avec vous une question qui m'a torturé pendant de longues années et surtout la première année où j'ai été développeur web junior. J'avais besoin de comprendre pourquoi les ingénieurs de métier seniors dans mon entreprise avaient l'air 10 fois plus compétents, étaient 10 fois plus rapides et produisaient du code qui avait l'air infiniment supérieur que ce que je pouvais produire, alors qu'en termes de techno ou de framework, on connaissait à peu près la même chose. Comment ils faisaient pour avoir cette confiance dans le code qu'ils produisaient, alors que moi j'avais un peu le syndrome de l'imposteur et je remettais toujours en cause chaque ligne de code que je tapais. Et ça m'angoissait parce que j'étais motivé, j'avais envie de progresser rapidement et pas rester toute ma vie au même niveau de compétence et donc aussi de salaire accessoirement. Il fallait donc que je perce en fait cette espèce de secret qui distingue en fait un code amateur d'un code professionnel. Donc ce que je faisais à l'époque, eh bien c'était assez bourrin, ça consistait à aller harceler les développeurs seniors de mon open space et de leur poser 45 questions par jour sur absolument tout ce qu'ils faisaient. Comment ils réfléchissaient aux problématiques qu'ils avaient, pourquoi ils codaient comme ça, ils utilisaient telle librairie et pas une autre, etc. Donc certains m'ont rapidement détesté pour ça et c'est parfaitement normal, mais heureusement la plupart d'entre eux adoraient parler de leur travail et partager un peu toute l'expérience qu'ils avaient acquis avec toutes ces années. Donc c'était cool pour moi, j'ai pu récupérer pas mal d'infos comme ça. Et donc c'est comme ça que j'ai fini par identifier 5 compétences invisibles entre guillemets qui m'ont aidé à beaucoup plus progresser que si j'avais appris encore un nouveau langage, un nouveau framework. Donc on va voir ensemble ces 5 compétences qui m'ont énormément apporté ces dernières années et évidemment c'est ni un langage ni un framework, c'est un petit peu plus subtil que ça. Juste avant, pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien, je m'appelle Simon, ça fait 10 ans que je code et j'ai été ingénieur logiciel et formateur sur les technologies JavaScript à Atos, qui est la plus importante société d'informatique d'Europe, avec plus de 110 000 collaborateurs dans le monde. Donc aujourd'hui, mon activité de formateur, je l'exerce en tant qu'indépendant, et c'est pour ça que j'ai créé une boîte qui s'appelle la Bibliothèque d'Alexandrie. Ce que je propose, c'est aux personnes en reconversion professionnelle de se former sur les technos les plus demandés sur le marché, plus spécifiquement les technos JavaScript, et pour ça, je propose des livres de code en couleur. Et mon premier livre, il est sur Angular, qui est pour moi la techno front-end, qui est le plus adapté pour décrocher un premier poste. Vous pouvez récupérer les 7 premiers chapitres gratuitement et vous pouvez retrouver tout ça en description. Et puis bien sûr, ensuite, je vous propose le livre complet pour ceux qui veulent continuer leur apprentissage avec moi. Alors, la première compétence invisible que vous devez apprendre rapidement, eh bien, c'est quelque chose que moi j'ai mis de côté pendant très longtemps. Il s'agit du débugage. En fait, la croyance que j'avais quand j'ai démarré, c'était qu'un bon développeur, c'était quelqu'un qui produisait énormément de nouvelles fonctionnalités pour les utilisateurs et qui était en permanence en train de coder quelque chose de nouveau. Mais en fait, au bout de quelques mois, quand j'ai commencé à Atos, je me suis rendu compte que le développement de nouvelles fonctionnalités, c'est qu'une partie du métier de développeur. En fait, pour au moins la moitié du temps, enfin ça dépend un peu sur quoi vous travaillez, mais ça va consister à débugger, c'est-à-dire reprendre du code déjà existant et l'améliorer, le corriger, le rendre plus propre, plus lisible, corriger des fonctionnalités qui sont défaillantes. Donc en fait, une grande partie du métier de développeur web, c'est pas forcément de développer, c'est de fixer du code existant. Donc si vous êtes au début de votre apprentissage du code, et bien comme moi, en fait vous vous formez en autodidacte et vous êtes en permanence en train de coder quelque chose de nouveau, de zéro, pour essayer de créer un site web, un back-end, une application mobile, etc. Mais lorsque vous allez évoluer dans un contexte professionnel, où vous allez travailler avec d'autres personnes sur des projets souvent qui sont déjà existants, vous verrez eh bien qu'apprendre à débugger et à repartir du code que d'autres ont tapé, eh bien, c'est une compétence qui est au moins aussi importante que vous développer une fonctionnalité de zéro. Un projet informatique, je le vois comme ça. Quand vous allez coder quelque chose de zéro, créer une nouvelle fonctionnalité, un nouveau projet, en fait, vous pouvez le voir comme une espèce de pierre mal dégrossie, une espèce de roche, un caillou initial. Ça va être votre V1. Et ensuite, dans toute la durée de vie du projet, vous allez avoir des bugs, des choses à corriger, des petites rectifications. Et donc, chaque fois que vous allez fixer votre code, chaque fois que vous allez faire une petite rectification, une petite amélioration, c'est comme si sur ce caillou initial, vous mettez un petit coup de piocher où vous le lissez pour le polir et en faire une sorte de diamant à la fin, qui sera votre projet abouti en production. Donc à quoi ça sert de me dire ça ? Eh bien quand j'ai un bug un petit peu chiant, un truc, on met 3 jours à le trouver et à le fixer, alors que c'est un truc par exemple que verra même pas l'utilisateur tout de suite, je me dis, j'ai mis un petit coup de piocher, j'ai lissé un peu cette pierre et j'ai amélioré globalement ce projet. Donc c'est comme ça que je vois les choses et c'est ce qui me motive en fait à débugger parce que des fois en fait c'est chiant et c'est pas forcément ça qu'on avait envie de faire quand on pensait faire du développement web. Donc là, pour progresser en débugage, il n'y a pas 36 solutions, il faut pratiquer beaucoup. Moi, il y a 2 choses que j'utilise pour débugger bien. C'est de bien connaître l'écosystème dans lequel j'interviens,
notamment en se spécialisant, ce qui fait que, à force de revoir les mêmes erreurs, les mêmes bugs, vous allez les identifier très rapidement. Et puis une autre petite astuce, si vous voulez progresser en débugage, c'est d'utiliser la commande git blame, si vous l'utilisez, qui va vous permettre de voir tout l'historique des commits pour un fichier donné. Donc ça va vous permettre de retrouver rapidement à quel moment un bug a été introduit, dans quel fichier et à quelle ligne. Donc ça peut être des petites pistes pour démarrer en débugage, mais rien ne remplace l'expérience et tout ça va prendre un peu de temps. La deuxième compétence invisible que j'ai remarquée chez les excellents développeurs, c'est la capacité à fabriquer leurs propres outils. C'est même une des différences les plus importantes entre un bon développeur et un excellent développeur. En fait, un excellent développeur va se créer des outils sur mesure pour accélérer sa productivité de manière exponentielle. Donc là où un junior va par exemple passer la journée par exemple sur un bug comme on le disait avant, un développeur senior va avoir des outils, des workflows de productivité et il va trouver directement l'erreur en 1 heure, en 30 minutes au lieu d'y passer la journée. Donc en vous appuyant sur vos propres outils, vous pouvez vraiment aller beaucoup plus vite. Mais ça concerne non seulement votre productivité personnelle, mais également la productivité que vous apportez sur un projet. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, lorsque je travaillais à Atos, il y avait une personne qui était pas très technique, qui était plutôt fonctionnelle, et qui en fait, chaque semaine, pour la démo au client, devait passer quasiment une demi-journée à faire des tâches manuelles et répétitives qui n'avaient d'un point de vue technique aucun intérêt. En fait, elle devait récupérer les données que lui envoyait un client, elle devait les classer dans un fichier, vérifier ligne par ligne que les données dans ce fichier étaient correctes et les retourner au client. Et il devait faire des allers-retours chaque semaine sur ce fichier. Et en fait, en allant discuter avec cette personne, on s'est rendu compte que ce qu'elle faisait, pouvait être remplacé par un petit script qui pouvait faire tout ça pour elle en 5 minutes, plutôt que de passer une demi-journée chaque semaine, ce qui est quand même assez conséquent. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a repris point par point ce qu'elle faisait. Donc quand elle allait récupérer le fichier à télécharger à la main, on pouvait faire une requête HTTP qui pouvait faire ça sur l'API REST du client directement. Ensuite, créer le fichier CSV et mettre les données à l'intérieur, on pouvait le faire automatiquement aussi. Pas besoin de faire du copier-coller à la main. Ensuite, vérifier la validité des données, c'était possible avec les expressions régulières. Si vous ne voyez pas ce que c'est, ça fait partie des compétences invisibles, on la verra juste après. Et puis renvoyer ce fichier CSV créé et validé au client, vous pouvez aussi configurer un email automatique et l'envoyer à ce client. Donc là où l'équipe mobilisait une personne pendant une demi-journée, on pouvait mettre en place un petit script qui prenait 5 minutes à exécuter. Et donc si vous êtes capable de faire ça, vous allez apporter énormément de valeur sur les projets sur lesquels vous intervenez. Troisième compétence invisible entre guillemets, ça va être les expressions régulières dont on vient de parler, qui est un mécanisme qui n'est pas toujours connu, mais qui est extrêmement puissant. En fait, ça permet de faire ce qu'on appelle du pattern matching sur des chaînes de caractères. En fait, vous avez une chaîne de caractères lambda que vous voulez tester et vous la comparez avec un espèce de moule, un modèle qui est l'expression régulière. Donc vous pouvez utiliser les expressions régulières pour de très nombreux cas d'utilisation. Par exemple, refactoriser des portions de code qui se ressemblent, remplacer par exemple du code qui est défectueux, vous voulez rajouter l'élément x, y, z à toutes les portions de code qui respectent tel modèle, vous pouvez le faire avec les expressions régulières. Vous pouvez aussi vérifier les données entrées par l'utilisateur de manière assez poussée. Vous pouvez parser des données, etc., etc. Donc par exemple, moi ce que je fais, c'est qu'au démarrage d'un projet, j'aime bien toujours avoir un document sous la main que j'appelle le dictionnaire des données. Donc en fait, pour chaque entité dans le projet, admettons qu'on ait une entité user, une entité avion, par exemple pour une application de réservation de vol pour un aéroport, vous allez avoir une entité personne, une entité avion. Et ensuite, pour chaque propriété de user et chaque propriété qui représente un avion, je vais déterminer une expression régulière pour valider cette propriété. Donc par exemple, une expression régulière pour valider le numéro de téléphone de la personne. Une expression régulière pour valider que le nom de la personne est bien un nom et par exemple qu'il n'y a pas de chiffre, qu'il n'y a pas de point d'exclamation, etc., etc. Et ensuite, comme ça, dans mes formulaires, où à chaque fois que je vais devoir valider les données qu'entre l'utilisateur, je vais pouvoir me baser sur cette expression régulière. Et si le nom de l'utilisateur ne respecte pas l'expression régulière que j'ai dans mon dictionnaire des données, je refuse la saisie de cette donnée, puisque je ne veux pas avoir des données pourries que j'ajoute en base de données. Et le fait de, dès le départ, dire à quoi ressemblent les données qu'on veut dans notre projet, c'est super important. Et vous seriez étonné de voir les projets qui sont importants dans des grands groupes,
et qui en fait absorbe des données complètement pourries où vous avez des adresses email en double, des noms avec des caractères spéciaux, des numéros de téléphone qui sont même pas valides, etc., etc. Le fait de tout de suite mettre en place un dictionnaire de données, d'utiliser les expressions régulières pour définir des règles très précises pour chaque propriété sur lesquelles vous allez travailler, eh bien, c'est vraiment une bonne pratique que je recommande. Alors, il y a peut-être quelque chose qui vous gêne, c'est que vous vous dites, je ne vais pas me lancer dans l'apprentissage des expressions régulières, puisque pour valider un nom, je peux utiliser if. Donc, if le nom est plus grand que 30 caractères, c'est trop long. Si c'est moins de 2 caractères, c'est trop court. S'il y a un caractère spécial, je refuse, etc. Le problème, c'est que vous allez combiner une série de if qui est très lourde. Vous allez avoir un code très verbeux, alors que l'expression régulière permet en fait en une ligne d'avoir une description, un pattern pour la chaîne de caractères que vous voulez tester, qui est ultra précis. Donc vous remplacez vos 25 lignes hyper verbeuses et lourdes par une expression régulière. Donc je vous invite à passer peut-être une ou deux soirées pour commencer, pour voir comment utiliser les expressions régulières. Vous pouvez regarder sur Internet et sachez que c'est pas un concept qui est propre à un langage. Vous pouvez retrouver les expressions régulières en JavaScript, en Java, etc. Donc c'est un concept plus macro, plus abstrait, mais qui est néanmoins très intéressant. Donc si ce concept de dictionnaire des données vous intéresse et d'utiliser les expressions régulières à chaque étape, eh bien dans mon livre sur Angular, je vous montre comment faire ça avec une petite entité d'exemple, notamment sur le chapitre sur les formulaires, pour valider tout ce que saisit l'utilisateur et pas se retrouver avec des données en base complètement pourries. Quatrième compétence invisible, et là ça peut vous choquer, ça va être le langage SQL. Alors peut-être que comme vous êtes en phase d'apprentissage, vous vous dites c'est pas invisible, moi je suis en train de me former sur le langage SQL, mais en fait plus tard, quand on développe, je dirais de manière plus pro dans une entreprise, etc., on a tendance à complètement laisser SQL de côté, pour la simple et bonne raison, c'est qu'on a tout un tas d'outils qui vont faire les requêtes vers notre base pour nous. Pourtant, quelle que soit la fonctionnalité que vous allez développer, vous allez toujours avoir besoin d'aller chercher, modifier ou supprimer des données en base de données. Donc si vous ne savez pas trop en fait par derrière comment les requêtes que vous envoyez à votre serveur de base de données sont faites et que vous commencez à avoir des baisses de performance ou des requêtes mal structurées, eh bien à chaque fonctionnalité que vous allez rajouter dans votre projet, vous allez alourdir tout ça et ça risque de casser à un moment. Par exemple, j'ai dans mon entourage une personne qui a monté son site e-commerce de zéro et qui a fait appel à un développeur pour construire tout son système informatique, notamment les requêtes SQL pour faire les commandes et les paiements. Et en fait, la base était mal conçue, c'est-à-dire qu'il y avait une réplication des données à 3 endroits différents. Donc du coup, à chaque modification, par exemple, de cette donnée, il fallait exécuter 3 requêtes à 3 endroits différents. Donc vous vous retrouvez en fait à multiplier vos coûts et la mobilisation de ressources par 3 juste pour une modification. Pareil pour la suppression, il fallait taper à 3 endroits différents. Et surtout, en termes d'hébergement, ça commençait à coûter très cher parce qu'il y avait beaucoup de gens sur le site et donc il avait une facture d'hébergement qui était astronomique par rapport à la dimension de son projet réel. Donc bref, jetez un petit coup d'œil SQL, pas besoin de faire des folies, mais au moins savoir ce que c'est une jointure et puis comment fonctionne une requête de base. Alors la 5e et dernière compétence, c'est celle que j'appelle la compétence antisociale. Alors je vous rassure tout de suite, l'idée n'est pas d'être antisocial ou alors de ne parler à personne, c'est pas ça du tout. En fait, l'idée c'est simplement de faire un peu la distinction entre 2 types de discussions que vous pourrez avoir au boulot. Prenons un exemple. Donc imaginons par exemple que vous arrivez le lundi matin au boulot et puis vous avez un collègue dans votre open space et vous discutez avec lui, comment ça va, qu'est-ce que tu as fait ce week-end, etc., etc. Et dans le même temps, un peu plus tard dans la journée, vous avez un stagiaire qui arrive, c'est son premier jour, et vous passez par exemple une journée à lui expliquer un petit peu comment vous fonctionnez, sur quel projet il va intervenir, etc. En fait, ces 2 discussions sont assez différentes. C'est-à-dire que vous avez une discussion qui est purement sociale, vous discutez, mais quand vous êtes en train de transmettre des informations qui sont plus pro et importantes pour votre projet, en fait, c'est la compétence antisociale, ça va être votre capacité de comprendre que ce que vous êtes en train de transmettre ici à l'oral, vous auriez pu le déplacer sur un support de communication qui aurait pu servir à plus de monde. C'est-à-dire que toutes les informations que vous allez donner à votre stagiaire à l'oral, pourquoi pas les noter dans un wiki, et comme ça, à chaque fois par exemple qu'un stagiaire va arriver dans l'équipe, vous pouvez vous appuyer sur ce support, et ça vous fait une base commune sur laquelle vous allez pouvoir communiquer avec les autres, et qui sera beaucoup plus efficace que si chacun discute à sa façon à l'oral. Et donc plutôt que d'avoir des discussions à droite à gauche entre les membres de l'équipe, on ne sait pas trop ce que tout le monde dit à tout le monde, communiquer de manière plus efficace, de manière antisociale, c'est pour ça que je l'appelle comme ça, en mettant tous les éléments de valeur de toutes les discussions de l'équipe en un seul endroit sur lequel tout le monde va pouvoir s'appuyer et avoir une espèce de point de référence commun.
et généralement, en fait, les discussions passent petit à petit à un niveau supérieur. Donc, bien sûr, tout ça d'un point de vue bien évidemment. Donc voilà, la compétence antisociale, c'est être capable de communiquer de manière non sociale autour de votre projet. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Et si vous êtes en reconversion professionnelle et que vous voulez vous former sur Angular, donc qui est une des technologies front-end les plus populaires au monde et qui est la plus demandée dans les grandes entreprises en France aujourd'hui, eh bien vous pourrez retrouver en description de cette vidéo 7 chapitres offerts de ce livre. Et puis bien sûr, pour ceux qui veulent aller plus loin avec moi et qui ont apprécié ma pédagogie, eh bien je vous propose de commander le livre. Voilà. En tout cas, je vous souhaite à tous de très bons développements et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.